Chers amis, bonsoir. Je voudrais tout d'abord remercier notre cher gouverneur, Si Saïd Njar, qui s'est rendu disponible et qui répond toujours à nos sollicitations, gage de son engagement indéfectible. Je souhaite également la bienvenue à nos PDG, à nos ADG, à tous les présidents et membres de clubs amis qui nous témoignent leur amitié et leur soutien par leur présence aujourd'hui. Merci aussi à tous les invités qui portent un intérêt à ce sujet et qui sont présents parmi nous ce soir. Et bien évidemment, merci à mes amis du club Casablanca Les Lilas, sans qui cet événement n'aurait pu voir le jour. Nous avons la chance d'avoir parmi nous des gens qui ne font pas partie du Rotary, donc j'en profite pour présenter le Rotary et notre club en 2 mots. Le Rotary est une organisation mondiale de plus de 1,2 million de membres issus de plus de 200 pays et régions, dont la mission est de servir autrui, promouvoir les normes d'éthique et de favoriser la bonne volonté et la paix à travers le monde. Le Rotary Club Casablanca Les Lilas a été créé en 2017. C'est une équipe au féminin qui a construit des liens d'amitié autour d'une vision commune et d'un engagement fort autour de nos actions dans les domaines de la santé et de l'éducation. Le don d'organes, une véritable épreuve de don de soi et une manifestation concrète de la générosité réelle dont peut témoigner l'être humain. Notre source d'inspiration pour ce soir est une amie et présidente fondatrice des Lilas qui a vécu une épreuve inattendue. Elle s'est mobilisée dans une course contre la mort pour sauver la vie de son frère. Elle partagera avec nous son précieux témoignage sur son histoire qui ne s'est pas limitée à l'acte de don, mais également dans un autre défi d'auteur à travers un récit livré avec beaucoup d'humilité et de sagesse, le rein du cœur. Excusez-moi. Qu'en est-il au Maroc? En dépit des bénéfices du don d'organes et de ses vertus humaines et religieuses, le don d'organes au Maroc reste à la traîne et les chiffres sont alarmants. Confusion, anxiété, réticence psychologique, psychose, autant de perceptions négatives qui entravent le développement du traitement par la greffe au Maroc. La méconnaissance des aspects médicaux, de la législation, du point de vue de la religion et de la rareté des débats et de l'information sur le sujet pourrait expliquer en partie la situation actuelle dans notre pays. Et pourtant, le don d'organes reste un des moyens thérapeutiques les plus efficaces permettant de sauver des milliers de vies et au minimum d'améliorer la qualité de vie des patients. Comment alors amener les responsables, les décideurs, les scientifiques à se concerter pour faire concorder l'ensemble des paramètres? La logistique, la formation des soignants, l'information de la population. Et les Marocains pourront-ils espérer un jour être traités par une transplantation ou une greffe d'organes? C'est pour répondre à toutes ces questions et bien d'autres que nous, le Rotary Club Casablanca Les Lilas, avons choisi d'en faire la thématique de ce webinaire de ce soir. Ce webinaire sera animé par une sommité du monde médical au Maroc et à l'international et un acteur de la vie associative, professeur Amal Borkia, que mon ami Hsna vous présentera juste après. Je vous invite à poser vos questions sur le forum questions-réponses tout au long de la présentation. Le professeur Borkia se fera un plaisir d'y répondre à la fin de son intervention. Et avant de passer la parole à mon ami Hsna pour présenter le professeur Borkia, je voudrais que notre gouverneur prenne la parole. Merci. Merci, chère amie présidente Amina. Chers amis du club Les Lilas, depuis la date où j'ai eu le privilège et le plaisir de vous remettre votre charte qui symbolisait la création de votre club à ce jour, je n'ai été que successivement agréablement surpris par toutes les actions que vous menez. Et ce qui m'a le plus frappé et que je retiendrai, que je retiens à jamais, c'est ce jour où j'avais organisé une conférence sur le don d'organes et que se trouvait dans la salle Madame Idrissi Hsna, la présidente fondatrice de votre club et qui est devenue une grande amie. Et ce jour-là, j'ai compris que la femme rotarienne, que la dame rotarienne, que la marocaine
était doté d'une grande générosité et que par manque, comme tu viens de le dire, Lala Amina, par manque de communication, laissant ce sujet un petit peu tabou, problème de religion, problème que tu as cité, malheureusement, le citoyen marocain n'est pas conscient qu'il peut en réalité, et je voudrais terminer sur cette petite phrase, vivre par les autres, on peut vivre, vivre pour les autres n'est pas vivre à moitié, mais vivre deux fois. C'est la symbolique du don d'organes et je pense que si aujourd'hui nous sommes réunis autour de cette thématique, à l'occasion aussi de la semaine et de la journée, je dirais, de la lutte pour les droits de la femme, vous êtes en train de prouver et de démontrer qu'à travers vos actions, vous luttez, vous continuez à lutter et vous êtes nos ambassadrices, aussi bien au niveau du Rotary qu'au niveau de nos sociétés et communautés. Je te félicite, Amina, pour le choix de ce thème. Je remercierai jamais assez Hasna pour tout ce qu'elle fait et j'espère qu'avec notre amie Amal, que j'ai aussi l'occasion de suivre, peut-être sans qu'elle ne le sache, qu'elle va nous nourrir ce soir par de précieux conseils et surtout inviter le citoyen marocain à comprendre l'importance de ce que c'est que faire don d'un de ses organes pour une cause qui est encore beaucoup plus forte que celle que nous partageons au niveau de notre organisation. Merci à vous et bonne réunion, bonne conférence. C'est tout le mal que je vous souhaite. Voilà, merci. Merci, cher gouverneur. À toi la parole, Hasna, pour présenter notre professeur Amal Bourkia. Mes chers amis, bonsoir. Docteur Bourkia, bonsoir. Si Saïd Nzar, notre gouverneur, bonsoir. J'ai essayé de rétrécir au maximum le CV de notre cher docteur Bourkia, mais bon, je vais faire avec. C'est quand même, j'ai pu faire une page, c'est mon maximum. Donc, au nom du Rotary Club Les Lilas, nous sommes très ravis de vous recevoir, docteur Bourkia. Marhaba bik. Donc, docteur Bourkia, praticienne engagée depuis plusieurs années dans le combat contre les maladies rénales. Elle fait partie des pionniers de la néphrologie au Maroc. Cette passionnée de néphrologie a entamé sa carrière universitaire en 1980 après sa réussite au concours d'internat au CHU de Casablanca. Elle est alors la première interne femme issue de cette faculté. Elle prépare ensuite le certificat national de spécialité en néphrologie à l'université René Descartes à Paris, ainsi qu'un diplôme de néphrologie pédiatrique. En 1990, elle est nommée professeure de néphrologie et de néphrologie pédiatrique à la faculté de médecine de Casablanca. Ses fonctions hospitalières, son dynamisme et son dévouement pour les malades l'amènent à participer activement à la mise en place et au développement de nombreux programmes thérapeutiques tels que l'hémodialyse aiguë et chronique, la dialyse pédiatrique, ainsi que le démarrage de la transplantation rénale dont elle est l'une des précurseurs au Maroc. Les compétences du professeur Bourkia l'ont hissée aux plus hautes marches des instances scientifiques. Aujourd'hui, elle est membre de plusieurs organisations internationales et nationales prestigieuses, notamment la Société de néphrologie de France en tant que représentante au Maroc au sein du conseil d'administration. Elle siège également à la Société internationale de néphrologie, à l'Association mondiale de médecine, à l'Académie des sciences de New York et bien d'autres. Elle intervient en Afrique également au sein de l'Association internationale de néphrologie pédiatrique et a contribué grandement à la création du réseau africain francophone de néphrologie, favorisant des échanges scientifiques entre l'Afrique et l'Europe. Professeur Bourkia, capitalisant sur sa longue expérience de terrain et voulant aider les patients marocains à être mieux pris en charge, elle crée le centre LML de dialyse et lance également la société Rein de lutte contre les maladies rénales et qui a initié plusieurs actions dans la journée mondiale du rein au Maroc, en l'occurrence aujourd'hui le jeudi 11 mars. Dotée d'un appétit insatiable pour la science et souhaitant élargir davantage son champ de compétences, elle suit une formation interdisciplinaire en éthique de la santé, droits de l'homme, à l'université Paris 6 pour devenir experte dans la matière d'éthique
Elle organise ainsi le premier colloque international d'éthique, de droit et de santé, ce qui a permis au Maroc de rejoindre le groupe d'États méditerranéens pratiquant la bioéthique. Parallèlement à son parcours universitaire brillant et ses différentes actions sociales, le professeur Bourqiya a même une carrière d'auteur spécialisée dans la néphrologie. Cette écrivaine prolifique a publié plus de 100 articles et plusieurs livres qui touchent aux différents aspects de cette spécialité. Plusieurs livres comme La dialyse au Maroc, Faire face à l'insuffisance rénale chronique, La dialyse et la greffe, la relation malade-médecin, le guide africain de néphropédiatrique, ainsi que bien d'autres. Professeur Bourqiya, marhaba bik, et à vous la parole. Oui, bonsoir, chers tous. Bonsoir, les membres du club de Lila. J'ai appris qu'ils sont toutes des femmes. Et vraiment, ça tombe très bien la journée et la semaine de lutte pour les droits de la femme. Mais aussi, journée très chère pour moi, la journée mondiale du rein aujourd'hui. Et tout le monde se posait la question, c'est quelle date la journée mondiale du rein? Le rein est tellement spécial qu'on ne lui a pas donné une date, mais une date changeante du 8 au 14. Et chaque année, on a la chance d'avoir une date différente parce que c'est le deuxième jeudi du mois. Et pour faire plaisir vraiment et dames très motivées, comme l'a dit M. Njar, dynamique. Je ne pouvais pas refuser, et même pour cette journée hyper chargée et très difficile, parce que tout le monde voudrait avoir une petite notion sur ce qui se passe. Le choix donc de ce thème est venu, et je vais essayer d'abord de partager pour être dans. C'est bon, monsieur le coordinateur? Non, je vais voir. Alors, il suffit d'ouvrir la présentation, de la laisser de côté. Oui, je l'ai. De revenir sur Zoom et de cliquer sur partager l'écran. Non, attendez. Moi, j'ai ouvert. Je ne suis pas arrivée à revenir sur Zoom. Alors, c'est-à-dire que vous voyez peut-être une petite... Arrêtez le diaporama. D'accord. Ah, oui. Et oui, recording. Non, attendez, partager. Alors, partager et essayez de cliquer sur partager l'audio aussi, comme ça on écoute le son aussi de vos présentations. Non, vous avez l'écran déjà? Non, pas encore. Non, pas encore. Alors, ici, si la présentation est ouverte... Vite, voilà. Maintenant, je vais faire ça. Voilà. Vous l'avez maintenant, je pense. Alors, toujours pas. Alors, oui, elle est en train d'être très, très bien. Donc, il suffit de la mettre en plein écran. Oui. Je vais la mettre tout de suite. Voilà, comme ça, on aura une visibilité des choses. Ça vous va maintenant? C'est parfait. Ah, ok, très bien. Merci. Ben, c'est un honneur pour moi vraiment de te réunir avec vous ce soir et de parler de sujets que, comme vous l'avez souligné, qui reste un tabou, qui reste malheureusement vraiment négligé parce qu'on n'a pas, on n'y pense pas, on n'y a pas suffisamment d'informations, il n'y a pas de discussion. Et toutes les personnes pour moi qui s'engagent pour parler du don et de la greffe d'organes dans notre pays en particulier, je les considère comme des militants parce qu'il s'agit d'un véritable combat et qu'il faudrait qu'ensemble on essaie de le mener. Pour moi, je vais essayer, parce que le don et la greffe d'organes est un sujet multifactoriel. Ce n'est pas du tout un sujet médical ou une technique nouvelle ou une machine qu'on pourrait importer. Malheureusement, c'est un sujet qui implique plusieurs domaines. Il est médical, bien entendu. Il y a la participation de toute la société avec ses traditions et ses coutumes. Il y a la religion, la législation. Il y a tous les aspects éthiques qui interviennent et bien entendu, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la communication comme ce que vous faites ce soir. Et je remercie évidemment tous les membres de Rotary et toutes les personnes qui sont venues s'intéresser, écouter un peu de ce que c'est le don d'organes. En 1986, ça fait 6 mois, le miracle se produisait. C'est vrai que c'était extrêmement difficile parce que déjà la dialyse n'était pas encore entrée dans les mœurs parce que le premier centre dans le public, on l'avait instauré en 1984 et juste après, on s'est dit c'est impossible. La réflexion que nous avions apprise, c'est que les 2 traitements de substitution devaient être menés ensemble. Et ce patient, sa sœur,
revient à la femme qui donne, donc avait accepté, nous avait fait confiance, ce qui était vraiment exceptionnel en ce moment-là. Et il a vécu par la suite 26 ans en tant que grand responsable au niveau du ministère des Finances. Donc tout ça s'est produit de façon comme ça, sans véritable législation, comme quoi quand on veut, on peut, et on peut braver tous les obstacles. Moi, je voudrais me mettre un petit... Vous avez le son, monsieur? Le son. Oui, oui. C'est pour essayer de faciliter. منذ نصف قرن مكنت زراعة الأعضاء الآلاف من المرضى البقاء على الحياة، كما استفاد من تطور التقنيات زراعة الكلي العديد من مرضى الفشل الكلوي. تعتبر الكلي من الأعضاء الحيوية، تتواجدان خلف البطن على جانبي العمود الفقري. حجمهما صغير ولا يتعدى وزنهما 150 جرام. فلنتعرف أولاً على دور الكلي، خصوصاً أن اختلال وظائفهم ينعكس على التوازن الصحي للجسم. كل كلية تتكون من مليون نفرون الذي يشكل الوحدة الأساسية لهذا العضو. إن النفرون هو الذي يسهر على تصفية الدم. هذا الأخير يتكون من الكلوميرول الذي يحتوي على مصفاة وأنبوب لإنتاج البول النهائي. بعد إنتاج البول يتم تمريره بشكل متتالي إلى الحويض ثم الحالب وبعد ذلك المثانة، حيث سيخزن إلى حين إخراجه. تقوم الكلي بوظائف عديدة. عن طريق البول تخلص الجسم من الماء والأملاح الزائدة، المواد السامة مثل البولينا، حامض البولينا، الكرياتينين. كما تقوم الكلي بإنتاج بعض المواد الضرورية لتوازن الجسم مثل الهرمونات. نجد منها الإريثروبويتين التي تساهم في إنتاج الكريات الحمراء، ومجموعة أخرى تساهم في عملية توازن الضغط الدموي والحفاظ على البنية الطبيعية للعظام. أي تغيير يحصل في هيئة ووظائف الكلي بشكل مزمن يؤدي إلى الفشل الكلوي. من أسباب الفشل الكلوي المزمن إتلاف الكلوميرول، ويسمى جلوميرولونيفريت، الذي يتميز بخروج بعض البروتينات والكريات الحمراء في البول. التعفن البولي الذي يمكن له أن يؤدي إلى حالة بيولونيفريت كرونيك، مما يسبب إتلاف الكلي. الأمراض الباطنية بصفة عامة كداء السكري أو ارتفاع الضغط الدموي، عيوب خلقية أو أمراض وراثية مثل البوليكيستوز، وفي الأخير تناول الأدوية من غير استشارة الطبيب أو أخذ بعض الوصفات التقليدية. Voilà, moi, je voulais juste vous donner une petite idée. Comme le sujet est tellement complexe qu'on va essayer de passer un petit peu en revue et de façon très résumée l'ensemble des aspects. Déjà, avant de passer des méthodes donc, de remplacement quand les reins, qui sont des organes vitaux, s'arrêtent de travailler, il faut les remplacer. Donc, on a vu un petit peu les différentes causes qui amènent à la destruction donc, des reins et à l'arrêt de leur fonction. Les deux grandes techniques donc, connues, l'hémodialyse la plus connue, la plus utilisée, nous avons plus de centres donc, d'hémodialyse que de dialyse péritonéale. La dialyse péritonéale est, quant à elle, très spéciale, réservée à certaines situations, dont l'enfant, les sujets âgés.
Parmi donc les méthodes de remplacement, on dit le remplacement de la fonction rénale, il y a bien entendu notre sujet de ce soir, à savoir la greffe ou la transplantation rénale qui peut se faire à partir de sujets, donc un donneur vivant, c'est-à-dire sujet qui a un rein qui fonctionne correctement et qui va faire don d'un de ses reins, et le sujet en état de mort encéphalique. C'est sûr que l'état de mort encéphalique, c'est une notion relativement récente qui pose encore beaucoup de problèmes de compréhension et qui pourrait être aussi de limitation de développement de la greffe. Comment ça se passe au Maroc? Donc, nous avons environ 400 centres, parce qu'il n'y a jamais de certitude actuelle à jour près, de centres de dialyse. Ce qui se passe, c'est que nous développons énormément de centres de dialyse parce qu'il y a eu une évolution, particulièrement dans le secteur libéral. Parallèlement, il n'y a pas beaucoup de greffes, comme on va le voir. Les néphrologues marocains, il y a eu de plus en plus donc, de gens formés, particulièrement dans les universités marocaines. Il y a eu un point particulier, donc pour faire un petit coucou aux femmes, de plus en plus de femmes, et bientôt ils vont être majoritaires. Combien nous avons de patients atteints de maladies rénales? Selon, on n'a jamais, comme j'ai dit, de chiffres exacts, mais selon donc les éléments internationaux, on pourrait dire qu'il y a environ, on dit toujours, c'est environ 10% de la population. Donc, on aurait 3 millions de Marocains qui auraient une maladie rénale et dont la plupart peuvent ne pas savoir qu'ils sont atteints de pathologie rénale. Mais ce qui est encore plus grave, c'est qu'on aurait environ 3500 personnes, donc nouveaux cas, qui arrivent au stade terminal qui auraient besoin de dialyse. Ceci dit, c'est des statistiques, c'est-à-dire c'est des références de pays développés. On est sûr que dans les pays pauvres, les pays en développement comme le nôtre, il y aura beaucoup plus. Donc, c'est vraiment un fardeau inimaginable et il est recensé environ chaque année 900 millions de personnes qui ont donc une maladie rénale et le décès de au moins 3 millions de personnes par problème donc rénal. Il y a 32 000 personnes dialysées et on pense d'ici 2030, on aurait au moins 50 000 patients dialysés pris en charge. Et quant à la prise en charge, elle a évolué, il y a eu beaucoup d'efforts, certes, donc les organismes de couverture connus, l'AMO, CNSS, CNOPS et ces différentes assurances, mais il y a eu donc en 2009 ce qu'on appelle le partenariat, même si ce n'est pas vraiment un partenariat, c'est un achat de service. Donc, c'était très important parce qu'avant 2009, l'État ne prenait aucun patient en insuffisance rénale chronique et avec donc ce partenariat, il prend en charge des patients donc indigents dans des centres privés. Et nous, on est en train de travailler pour développer plus ce partenariat parce que, comme vous allez le remarquer, on prend en charge donc la dialyse, mais on ne prend pas en charge la greffe qui est la voie de sortie pour ces patients. Comme l'a souligné Amina, moi, lors de la dernière donc, journée mondiale du don d'organes, j'ai dit, est-ce que vraiment les Marocains peuvent espérer un jour avoir un greffon? Et puis, j'ai répondu que non, dans les différents entretiens, etc., que non. Parce que au rythme avec lequel on avance, et j'ai mis que 600 greffes depuis le début, en majorité donneurs vivants, on a une soixantaine de donneurs à partir de sujets en état de mort encéphalique. On ne peut pas espérer un jour avoir une greffe si on en a besoin. Et comme on peut tous être concernés par la pathologie rénale, on peut tous avoir un jour besoin d'une greffe de rein. Les débuts, comme je l'ai noté en 86, 90, on était autonomes et malheureusement, l'évolution n'a pas suivi, même s'il y a eu le plan. C'est pour ça qu'on dit toujours, ce n'est pas les lois qui font l'avancée, particulièrement en médecine. En 2010, il y a eu quelques cas, donc le démarrage de la greffe à partir du sujet en état de mort encéphalique. في غالب الأحيان لا يمكن التعرف على أعراض الفشل الكلوي إلا من خلال القيام بتحاليل الدم وبالتالي تشخيص الحالة. في غالب الأحيان دابا مريضة شحال شي 5 سنين وهي مريضة وحنا ما عرفناش المرض ديالها. مؤخرا هذا العام اللي عرفنا المرض ديالها بأن عندها
الكلاوي تاع لا طونسيون، تحس بالدوخه، ما كتلقاش شوقه بزاف، كتنفخوا لها رجليها، عندها مشكل. دابا ولات ما كتستحملش الشقه والتماره، داكشي فاش النوبه ديما متكيه ديما. هادو اعراض ديال وكتنفخ، هادو اعراض ديال الكلوه. الانسان قبل ما يحس شي حاجه قريبه من هادشي خصو يمشي يشوف الطبيب قبل ما يفوت الاوان. ماشي اكتشفت لا دياليز النوبه الاولى، انا تنفخات ليا رجلي صافي، قالوا لي صافي غادي يوقفوا لك الكلاوي، غادي تدخلي ديري عمليه. وانا ما حنا حيت الدار عندنا ما تقبلوش قضيه الكلاوي، ما عمرنا ما سمعنا لا دياليز ولا تقبلوا لي عندي، داروا لي لاباريت عندي داكشي، وبقيت بها شي شهر هكاك. عاد درت لا فيستيل في يدي، تيكون فيك شويه العيا، حيت الانسان مع شكون الانسان تيبولش بزاف، ما غيمكنش لك تبقى واحد مده عاد ما ديروش. إذا كان الفشل الكلوي المزمن يسبب الوفاة، فإنه من الممكن علاجه بطريقتين: تصفية الدم أو الدياليز. زراعة الكلي. تمارس اليوم تصفية الدم أو الدياليز بعدة مراكز بالمغرب، وهو العلاج الشائع لهذا المرض. تتجلى تقنية الدياليز بإيصال المريض إلى كلية اصطناعية بواسطة أنابيب الدياليز لتصفية الدم من المواد السامة والماء والأملاح الزائدة، فهي تقوم بنفس وظيفة الكلية الطبيعية. إلى جانب الدياليز يجب على المريض متابعة العلاج الطبي مدى الحياة، على سبيل المثال أخذ مادة الإريثروبويتين التي تساعد على تحسين حالة المريض. Après la dialyse كياخذ l'érithropoïtine لأنها كتحارب لانيمي وكتساعدو باش يمشي ليكول عادي، وتساعدو على الدقات ديال القلب ديالو الحمد لله باش يبقاو مزيانين، ويدير لا دياليز ديالو الحمد لله تكون ديما بخير، ما يكونش عنده بروبليم دانيمي. الا ما خداش l'érithropoïtine خصو يزيد لو سون. الوغ لو سون كيكوزي بوكو دو بروبليم، يقدر ما يوفقوش الدم في الدم ديالو، يكوزي له في شي فيبر قبيحه، ولا يقدر يكون ملوث ما مزيانش، يقدر يسبب له في ليباتيت اون سي جامي. الوغ سي ميو باش يدير l'érithropoïtine، عندهم واحد الدور فعال بالنسبه للانيمي. مع العلم أن حصص الدياليز لها أعراض جانبية: انخفاض الضغط الدموي، حالات تقيؤ، تشنج في العضلات، صداع في الرأس. يحتاج المريض إلى 3 حصص تصفية الدم في الأسبوع لضمان حالة جيدة، إلا أن الوقت الذي تستغرقه حصص الدياليز يؤثر على الحياة العائلية والاجتماعية والمهنية للمرضى. Voilà, donc c'est pour essayer de donner une petite idée. Je suis désolée pour les personnes sensibles de voir un petit peu la souffrance de ces patients, dont certains sont des enfants qui sont obligés de se déplacer 3 fois par semaine, donc dans les centres de dialyse, rester 4 heures et puis rajouter le temps avant, après, plus le transport. Et quand c'est des gens qui habitent à l'extérieur, donc des villes, etc., c'est vraiment une très, très grande souffrance. Et c'est pour cela que pour donner, pour être sensibilisé aux dons d'organes, il faut aussi peut-être parfois aller voir comment ces gens-là vivent la dialyse. Parmi les actions que nous avons menées au niveau de l'association, c'était d'essayer de montrer aux responsables aussi une partie qui est économique, même si on n'est pas donc des spécialistes de la pharmacoéconomie, mais il est clair actuellement dans l'ensemble des études que la greffe après la première année et au maximum la deuxième année est beaucoup moins chère. Elle coûte moins cher non seulement en matière de dépenses directes, savoir donc le paiement de la dialyse et le règlement de médicaments de la greffe, donc la comparaison entre les deux, mais surtout, comme il vient de le dire, donc la perte de temps, de rentabilité de la personne, surtout si des personnes qui sont actives, jeunes, femmes, hommes, responsables, et la perte donc de travail et donc l'activité dans la société deviennent des personnes qu'on assiste, il faut juste payer donc la dialyse et puis ils ne peuvent pas faire grand chose. Vous imaginez très bien que s'absenter 3 fois par semaine, qui va prendre des gens qui s'absentent 3 fois par semaine et qui sont parfois, comme ils viennent de le dire, fatigués, s'il n'y a pas
un traitement adéquat, s'ils ne peuvent pas faire 3 fois par semaine, s'il n'y a pas de prise en charge, et le coût énorme de l'érythropoïétine pour ceux qui n'ont pas de couverture sociale. Donc, le Maroc, même chez nous, donc l'insuffisance rénale est devenu un véritable problème de santé publique. C'est un problème important parce qu'il a une incidence croissante à travers le monde. Chez nous, c'est inimaginable si on continue comme ça. Pourquoi? Déjà, il y a eu le changement des étiologies. Avant, le diabète représentait 15%, 18%. Par exemple, maintenant, il y a tellement de diabétiques qui arrivent à l'insuffisance rénale terminale qui sont dialysés qu'ils représentent entre 30 et 35%. C'est énorme. Et vous savez que les diabétiques, ils ont beaucoup d'autres comorbidités, ils ont beaucoup de complications, notamment cardiaques, vasculaires. Ce sont ce qu'on appelle des malades lourds dans les centres de dialyse. Et il n'y a pas de prise en charge avant. C'est ce qu'on essaie de dire et c'est pour ça que j'ai insisté sur les pathologies. La prévention, il faut jouer sur les deux axes. La prévention et la sortie de la dialyse, à savoir donc la greffe. L'insuffisance rénale chronique a une incidence importante et il a le plus grand coût thérapeutique. Il n'y a pas un traitement qui coûte plus cher que l'insuffisance rénale chronique. Ça arrive au stade terminal. La dialyse et la greffe, c'est les traitements les plus chers et sont à vie, c'est-à-dire on démarre, on ne s'arrête jamais. Donc, pourquoi le don d'organes? Sauver des vies, c'est sûr. J'ai mis une petite photo ici exprès. C'est pour essayer un petit peu de vous faire réfléchir sur toutes les rumeurs. Bon, quelqu'un est rentré à l'hôpital, a été opéré, on lui a coupé un rein au sous-sol, dans la rue, etc., etc. Vous imaginez que ce petit geste, c'est-à-dire que la protection de l'artère qui s'affaisse, vous voyez qu'il s'affaisse parce qu'il est à l'extérieur donc du corps, ce petit geste, si vous ne manipulez pas vraiment de manière très, très, très soigneuse l'artère, même si la rein après est greffé, si la greffe réussit de point de vue immunologique, il ne tiendrait pas parce qu'il y a des problèmes sur l'artère. Donc, les conditions de perfusion, de conservation, ici c'est le rein, mais il y a aussi tous les autres organes, par exemple, prélevés à partir donneur en état de mort cérébrale, parce que celui-là, c'est un donneur vivant. On a ce qu'on appelle, certainement tout le monde a déjà vu les films, les séries, la course contre la montre, l'hélicoptère, la police qui escorte, etc. Parce qu'il y a un temps, il faut déjà que le receveur soit préparé. D'ailleurs, on n'appelle pas un receveur, mais on appelle plusieurs, parce que si le premier a un problème, le deuxième, le troisième, ainsi de suite. La majorité des gens, et j'ai vu déjà une petite question qui est arrivée sur la situation, donc la vie de la religion, notamment en islam, par rapport aux dons d'organes. Je vous rassure tout de suite, il y a eu tellement de travail là-dessus, il y a des décisions, des fatwas, etc. Et je vais essayer de vous résumer, parce que si on prend chaque sujet, on peut rester vraiment des heures et sinon des jours avec la greffe d'organes. Pour dire que la décision, si on peut dire, de l'islam sur le don d'organes, il n'est pas basé sur le Coran, sur la Sunna, il y a eu du travail, c'est-à-dire qu'on prend du Coran, de la Sunna, les principes, mais parce qu'il n'y avait pas de greffe auparavant, mais il y avait l'ijtihad. L'ijtihad après l'ijma', et donc il n'y a que ça qui a permis la réalisation des premières greffes, notamment de cornée, déjà dans les années 50, et au fur et à mesure qu'il y ait le développement des greffes d'organes dans les pays musulmans, il y a eu un travail qui les accompagnait pour avancer et pour évoluer. De façon générale, comment ça se passait? Il y a le Majlis al-Ilmi, donc les Hay'at Kibar al-Ulama, où tous les pays musulmans sont membres, le Maroc compris, donc qui travaillent, qui se réunissent chaque fois dans le pays. Il y a donc les lois qui sont sorties en Arabie Saoudite, au Koweït, etc. Mais c'est tout le groupe, c'est-à-dire tout le majma'. Et après, bien sûr, chacun rediscute donc ces décisions du Conseil de l'Ulama national, et après, il y a les fatwas donc, dans chaque pays. L'essentiel, c'est que ça a été fait, les gens ont étudié, ont travaillé pour encourager. Voilà un petit récap sur depuis donc 1952. Il y a eu même un travail qui a été fait pendant un certain temps. On parlait donc de l'utilisation des organes du cochon, parce que sur le plan donc histologique, c'est-à-dire tissu, il était le plus proche de l'homme, et du coup donc il y avait aussi des fatwas, parce que tout ce qui pouvait servir et sauver
la vie des personnes était autorisée. Ce qu'il faut dire aussi, parce que nous, on parle par exemple rein, je concentre sur un, mais c'est tous les organes. Il faut toujours se rappeler que nous, en la limite, nous avons la substitution qui est la dialyse. Parfois, on ne peut pas la faire, il y a des conditions de contre-indication, des difficultés, etc. Mais la majorité du temps, on peut mettre les patients sous dialyse. Mais réfléchissons pour les insuffisances hépatiques, la destruction du foie ou du cœur. Regardez la destruction du foie, vous avez certainement vu passer parfois des demandes, etc. Un comprimé, par exemple, un médicament, un comprimé peut donner une lyse hépatique et vous avez besoin d'une greffe. On ne peut pas continuer à les mondier les greffes. Les organes n'existent plus. Nous, on a vécu une période, par exemple, avec la convention avec la France, on préparait nos patients et ils étaient pris en charge, c'est-à-dire greffés à partir de donneurs en état de mort encéphalique en France. C'est-à-dire on les envoyait, ils avaient complété le bilan et ils sont dialysés au Maroc. Le jour où il y a un greffon compatible parce qu'il y a une inscription, on les appelle. Mais la France a fermé il y a longtemps. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un grand essor donc, de la greffe, beaucoup de succès, et on ne pouvait pas donner la greffe, un greffon à un étranger, alors qu'il y a une liste d'attente qui s'allongeait de plus en plus dans leur pays. Voilà une des décisions sur la greffe d'un ou une partie, etc. Donc, l'autorisation, si on veut dire, de l'islam, l'islami, sur tout ça. Il y a eu une évolution, comme je disais, très importante. Et chaque fois qu'il y avait une question qui se posait, il y avait des fatwas, celle que vous avez à droite. C'est surtout concerne l'état de mort encéphalique, c'est-à-dire aussi fatwa, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut décider. L'état de mort encéphalique, comme je l'ai avancé, est une notion médicale récente et c'est très très complexe. Pourquoi? Parce que la mort, de façon générale, même maintenant, vous allez demander, c'est l'arrêt, et même en médecine, quand on signait, c'est l'arrêt cardio-respiratoire, c'est-à-dire le cœur s'arrête, normal, les gens, c'est-à-dire il est mort. Donc la mort était visible, tout le monde pouvait dire qu'il est mort. Maintenant, l'évolution a montré que avant, quelques heures avant, l'arrêt cardio-respiratoire, c'est l'encéphale qui s'arrête, c'est le cerveau qui meurt. Il meurt quelques heures avant. Pendant cette période, c'est ce qu'on appelle la mort cérébrale. La mort cérébrale, il faut absolument la distinguer de coma profond, prolongé, etc. C'est la mort cérébrale. Donc, elle est caractérisée comme pour le cœur par des tracés plats. Le vasculaire, la même chose, si on fait une artério, il n'y a pas d'irrigation du cerveau. Et il y a des conditions. On ne peut pas dire que quelqu'un est en état de mort encéphalique comme ça. Donc, il y a un suivi, une surveillance, il y a une répétition de ces examens. Et une fois la mort encéphalique décidée, qu'est-ce qui change? Le cœur, les autres organes continuent à être irrigués parce que le cœur continue à travailler. Donc, et ça aussi, c'est un point de confusion pour toute la famille. C'est-à-dire le patient est en réanimation, donc c'est déjà un point très important. C'est-à-dire que si quelqu'un décède chez lui ou à l'extérieur ou dans un endroit, il ne peut pas être donneur. Il faut qu'il soit en réanimation. Il faut que le cœur continue de battre. Cœur arrêté commence, mais c'est très compliqué et il n'existe pas dans nos pays. Donc, le cœur continue, il y a une surveillance. Et la famille, quand il voit ce patient en réanimation avec le moniteur, donc le scope qui fait tin, 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 il a toujours l'espoir. Ils disent, c'est pas possible, le cœur continue de battre, comment on va arrêter? Et c'est cette notion très difficile à comprendre qui fait que il faut trouver les meilleurs moyens de communication pour la faire intégrer donc la tête, la pensée de la population pour pouvoir comprendre ça. Et on sait comment aussi la mort est vécue dans notre pays ou dans beaucoup d'autres pays. Donc, extrêmement difficile de demander, quand il y a de l'espoir, à une famille de faire don d'organes donc après la mort de leurs parents. Donc, cette mort encéphalique détermine tout parce qu'il y a une course contre la montre. Parce que si on attend, qu'est-ce qui se passe? Ces personnes sont maintenues avec des produits parce que dès que l'encéphale s'arrête, la tension chute, il n'y a plus rien et on peut
Après, on ne peut plus récupérer les organes. Donc, il faut continuer à se battre pour faire comprendre ça. Un exemple que j'ai cité ici, c'est l'Arabie Saoudite. C'est le pays, donc, musulman qui fait le plus de greffes. Donc, regardez, ils ont commencé en 79 et ils ont 13 640 transplantations. Ils ont plus de 1000 donc, pendant l'année 2019. Ils essaient de montrer, j'ai exprès pris cette photo, c'est-à-dire que l'islam, puisqu'on fait toujours référence à l'Arabie Saoudite, qu'est-ce qu'ils font, etc., et peut sauver au moins 8 vies, ça dépend donc de quel organe on prend. La législation. Comme on a montré, le Maroc, avec tous les pays musulmans, toutes les lois donc, sont inspirées de la religion. Que dit la loi? Il y a de nombreux textes et décrets. Il y a eu de l'évolution, mais l'évolution de cette loi reste encore insuffisante. Donc, en 98, il y a eu la loi relative aux dons et prélèvements d'organes. Pour vous rappeler que ce que nous avions fait auparavant, c'est-à-dire toutes les greffes que nous avions réalisées depuis 86, c'était avec le DAIR de 1951, donc il n'y avait pas, on peut dire, de loi proprement dite aux dons à la greffe d'organes. Mais regardez, depuis 98 que nous avons la loi, les décrets d'application, les sorties en bulletin officiel, etc., mais il n'y a pas eu d'élection de la greffe d'organes dans notre pays. Dans cette loi, pour essayer de rassurer, le législateur a prévu de tas de sanctions pénales si on prélève sur leur consentement, si on prélève en vent, si on prélève dans des conditions qui n'ont pas assez sécurisées, si. Donc, et la loi est très riche. Voilà les références pour ceux qui s'intéressent, qui pourraient aller voir et un peu avoir plus de détails sur les différentes dispositions pénales. Cependant, donc, la loi pour déterminer aussi bien la situation du donneur vivant que du donneur cadavérique. Nous, on se dit d'abord il faut encourager le donneur vivant, comme notre ami Hassan, c'est-à-dire que le donneur vivant est facile sur le plan logistique par rapport au donneur en état de mort cérébrale. Le donneur en état de mort cérébrale coûte très cher. Or, il faut qu'il y ait un ramassage. Déjà, tout le monde connaît les ramassages. Donc, si la personne arrive décédée ou bien elle a déjà été en état de choc et tous les organes sont partis, donc on ne pourrait pas faire de greffe. Le choix du donneur vivant, c'est un choix sociétal qui implique l'ensemble. Donc, c'est bien le malade et l'entourage que les médecins. Par exemple, pour la France, il y a quelques années, presque le donneur vivant était presque exclu, c'est-à-dire à la limite interdit, c'est-à-dire qu'il faisait que le donneur en état de mort cérébrale. Donc, et les attitudes sont très différentes selon les pays. C'est vrai que ça témoigne aussi d'une certaine solidarité ou bien de culture. Par exemple, au Japon, c'est essentiellement le donneur vivant. Et selon les pays, il y a, par exemple, en Norvège, parce que les parents donnent presque automatiquement aux enfants. Il y a très, très peu d'enfants qui ne sont pas, dans le pays scandinave, qui ne sont pas greffés. Pratiquement 80%, 85% sont greffés dès le diagnostic et on fait ce qu'on appelle la greffe préemptive, c'est-à-dire la greffe sans passer par la dialyse. Aux États-Unis, un autre aspect aussi intéressant à connaître, c'est celui de l'altruisme. C'est des gens, ils ont une certaine organisation, non seulement par État, mais aussi par structure et par des groupes hospitaliers. Ils se présentent, dire, moi, je veux donner mon rein. Ce n'est pas de la vente aux commerçants, et ça représente environ 11%, c'est juste, ils donnent leur rein à quelqu'un qui en a besoin de cet hôpital ou de cette partie de la région. Et d'ailleurs, il y a eu, je ne sais pas si vous l'avez eu connaissance, un jeune qui venait du pays du Golfe qui était greffé par une dame qui par-ci qui a donné un rein. Donc, elle a dit, moi, je veux donner un rein. Et puis, c'était lui, après la rencontrer. Bon, c'était toute une histoire humaine très sympathique et émouvante. Les gens qui peuvent donner, donc dans la législation marocaine, alors les ascendants, les descendants, les oncles et les tantes, les enfants bien sûr, donc les cousins et l'époux et l'épouse. Si le mariage a dépassé une année, comme si une année
fatidique, c'est-à-dire qu'après, il ne va pas retourner sur ce qu'il voulait ou ce qu'il a donné. Les principes éthiques, on ne va pas trop détailler l'éthique, même si c'est une des questions qui a permis le développement donc, de l'éthique, particulièrement médicale, et de tous les centres et les comités d'éthique en Europe. Donc, c'est le consentement qui est hyper important. Et on va voir combien c'est difficile. Par exemple, si quelqu'un veut donner, il passe au tribunal, après une fois que tout est réglé sur le plan médical, pour que les juges s'assurent non seulement de la parenté familiale, donc c'est permis pour éviter donc tout commerce, transaction, mais pour être sûr qu'il n'y a pas de pression. Parce qu'on a toujours peur des pressions. Pression, par exemple, quelqu'un qui ne travaille pas, surtout la femme, une société, le mari peut faire pression et tout. Donc, le juge seul, avec le donneur, va s'assurer donc qu'il n'y a pas de pression, qu'il le donneur pour donner l'autorisation. Je voudrais faire un coup et dire waouh, bravo, mesdames, semaine vraiment, femmes, semaine, rein, où les femmes donnent plus que les hommes. Nous, au Maroc, les statistiques, on a femme pour le parent, père, mère, femme pour le frère. Et quand c'est l'homme qui donne, il donne 99% un homme. Donc, ça, c'est une question à analyser par la suite. Et la générosité de la femme se retrouve un peu dans la majorité donc, des sociétés. On s'est posé, est-ce que c'est son sens d'altruisme qui est plus développé? Bien sûr, elle materne, elle est née comme ça, le bon Dieu l'a créée comme ça, et plus, plus sensible à la souffrance pour les enfants, elle est toujours prête aussi. Est-ce qu'il veut soulager le poids d'une prise en charge d'un parent malade? Il veut vraiment que la greffe va soulager, meilleure vie pour la personne qu'il aime, etc. Mais il y a aussi un mais dans la société, parce que vous savez que nous, on désigne, parce que moi j'ai fait beaucoup de présentation d'études sur l'éthique, comment on définit la personne, par exemple par un handicap, l'aveugle, le handicapé, et du coup la femme qui a donné un rein, c'est pas pour mais pour beaucoup serait, et on a vécu beaucoup de problèmes avec, surtout ça dépend du niveau donc social de la personne, comme une personne qui peut être handicapée. C'est comme il a quelque chose en moins, et toujours, surtout c'est les jeunes, et souvent c'est des jeunes qui donnent, est-ce qu'il ne va pas être handicapé par exemple pour procréer, pour tomber enceinte, etc. Et il y a l'inconvénient esthétique de la cicatrice, parce que le rein, la cicatrice, elle est importante parce qu'elle est lombaire, et enlever un rein pour le greffer, c'est pas enlever un rein pour le jeter. Donc on fait très attention. Par contre, maintenant, ce qui a beaucoup évolué, c'est la robotisation. La robotisation, le donneur sort dans la journée et le receveur les 3 jours. C'est impressionnant, vraiment. Ça a réduit les complications. Ça se passe dans pas mal de centres hospitaliers en Europe, et c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment développer parce que ça arrange beaucoup ces problèmes. Le donneur en état de mort encéphalique. Dans la loi marocaine, on a vu que il y a 2 choses, il y a des contradictions. Dans la mesure où on dit, si on prend un paragraphe, prélèvement possible sur les défunts n'ayant pas exprimé leur donc, volonté de leur vivant, sauf opposition de la famille. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il n'y a pas opposition, il peut être prélevé. Mais vous avez juste après, dans un autre article, celui qui va effectuer un prélèvement sans le consentement, il y a du pénal, etc. etc. Donc, est-ce que dans notre loi, le consentement est présumé, c'est-à-dire qu'on est dans son heure, sauf opposition, donc, ou explicite, à ce moment-là, il faut signer et y aller. Donc, on a demandé plusieurs fois, on a discuté avec les personnes qui pourraient changer, modifier ou plus approfondir, parce que la loi a été faite à la hâte en 98, mais avec le temps, il faudrait l'affiner en fonction des besoins. Et nous, dans ce cadre, notre association demande depuis plus de 3 ans qu'on soit tous donneurs. Parce que si on continue à attendre que les gens aillent s'inscrire dans le registre, il n'y aurait jamais de greffe. Parce que c'est impressionnant, on est à 1100 pour une population de 40 millions. Vraiment, c'est rien du tout. Dans ce cas-là, il faut que tout le monde soit donneur. À ce moment-là, c'est très important. Tout le monde va réfléchir sur le sujet.
il va prendre une décision, discuter avec son entourage donc, et sa famille, et celui qui ne veut pas aille s'inscrire au niveau du tribunal. On espère que c'est la majorité que voudrait. On a parlé donc de la mort encéphalique et c'est sa perception assez compliquée. Donc, donner l'inscription, voilà comment on s'inscrit, on y va. Il y a un petit bout de papier, on demande. On peut demander, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut donner. Si on ne veut pas donner, par exemple, un organe, comme le cœur, on ne dit pas le cœur. On signe, on remplit le registre, qui est un registre donc, avec une série numérotée. Et nous, l'association a fait beaucoup d'efforts. On a fermé le premier qui comportait 476 personnes. Regardez comment c'est ridicule. Et on a commencé l'autre registre. Malheureusement, 2020 a été très... On comptait faire beaucoup d'efforts là-dessus, mais c'était très limité. Mais est-ce que c'est suffisant? Et est-ce que c'est centralisé? Est-ce que tout est donné, arrive au niveau de l'ensemble des hôpitaux qui peuvent faire ces prélèvements? Non, malheureusement, et c'est très difficile. Avant, il n'y avait pas de papier, c'est-à-dire les gens voulaient avoir un document pour l'emmener chez eux, pour parler avec leur entourage, leur famille. On a obtenu l'autorisation quand ils peuvent donc prendre en photo là où ils sont inscrits. Donc, à ce niveau-là, l'association fait beaucoup d'efforts, mais j'avoue personnellement que ces efforts avec le temps ne donnent pas énormément de choses. D'abord, on est la seule association qui travaille là-dessus. On a balayé large, c'est-à-dire tout. Et donc, quand on va au tribunal, Casablanca, c'est très spécial. À Casablanca, parce qu'on a commencé au début, parce qu'ils ne connaissent, parce que il y a une aide, il y a vraiment une coopération. Je le remercie infiniment d'apport donc du tribunal. Donc, mesdames et messieurs, courage pour aller s'inscrire. Donc, il vous amène, donc le secrétariat, le bureau du président du tribunal, vous avez le responsable du registre, vous signez, c'est 5 minutes, sauf qu'il y a un problème de stationnement. Donc ça, on a fait parce que on pense que la procédure même d'aller au tribunal est très difficile. Il n'y a personne qui va se réveiller un matin et va se dire « oui, voilà, aujourd'hui, je vais aller au tribunal ». Déjà, avec la relation que nous avons avec les tribunaux, donc, et c'est pas lourd comme procédure, mais on peut l'alléger, on peut la faciliter, on peut maintenant, et j'invite les gens qui peuvent faire quelque chose à ce niveau, c'est-à-dire on peut faire par Internet. On fait tellement de choses importantes par Internet qu'on peut s'inscrire, avoir sa petite carte et c'est tout, et formatiser. Alors, ce qui arrive dans d'autres tribunaux, parce qu'on a fait Rabat, Tanger, mais il n'y avait rien. Il n'y a rien du tout. Et à Pès, il y a un registre qui n'a jamais fonctionné. Et dans d'autres villes, on sensibilise les gens, on fait un travail, et quand ils se présentent, les gens les considèrent comme des malades. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Il n'y a pas de registre, ils ne sont pas informés parce que le registre est sous la responsabilité du président du tribunal civil de première instance de la ville, et lui, il désigne un responsable du registre qui, lui, doit assurer dans tout ce suivi. Voilà un petit aperçu donc sur l'aspect législatif. Il y a la population, donc les aspects sociaux, comment on peut faire pour faciliter la tâche. On a fait plusieurs sondages, et je vais vous citer juste, sondage résumé. Population générale, étudiants en médecine, première, 5e année, et spécialistes. Ce qui est très vraiment surprenant, vous voulez savoir, c'est presque la même chose. Et c'est hallucinant que les gens donc, sur lesquels on compte, que ce soit même les médecins en 5e année, les médecins d'autres spécialités, ils n'avaient pas plus d'informations parce qu'il n'y a pas on n'est pas vraiment inclus dans le cursus. Et puis, il n'y avait pas d'informations, il n'y avait pas suffisamment de connaissances, donc la même chose. Il ne faut pas donc reprocher à la population marocaine. Moi, je dis toujours, c'est notre responsabilité. Et il y a surtout, d'où ils ramènent ces informations, c'est souvent les journaux, la télé, la radio, il n'y a pas grand-chose. Et il n'y a pas de discussion familiale donc, sur le sujet, il n'y a pas de discussion au boulot. C'est un peu normal, dans la mesure où quand on parle sur ce de donneur après un état de mort cérébrale, c'est-à-dire que ça ramène l'individu, c'est une discussion philosophique, à discuter de sa propre mort, de notre fin. Il est extrêmement difficile de discuter de notre fin. Bon, il y a un petit truc qui est copié 2 fois, mais ce que je voudrais vous montrer surtout, qu'est-ce qui empêche? Les gens ont avancé les risques, ils ont peur, donc la peur.
Ils disent soit les risques, soit techniquement maîtrisés, c'est comme il n'y a pas beaucoup de confiance et l'incompétence. Donc, c'est 3. Regardez les 3, c'est la même chose. Juste après vient la religion. La religion, les gens aiment bien, c'est-à-dire dire ouais, haram, n'ont jamais rien lu ni vu, alors qu'il y a au Maroc, le Majalis al-Ilmiya, qui sont prêts à aider. On a fait vraiment beaucoup de choses avec eux, mais il faut que les gens aillent chercher l'information chez les personnes qui peuvent leur donner l'information, pas leur donner les rumeurs, etc. Que ce soit au niveau de la loi, que ce soit au niveau de la religion. Ils ont tous les majalis al-ilmiya, ils peuvent participer, travailler, faire, mais la population doit être motivée. Pourquoi? Parce que moi, ce qui arrive, c'est que la maladie rénale n'est pas très fréquente, c'est pas une maladie fréquente, même avec le nombre que je vous ai donné. Et donc, on peut considérer que les gens ne sont pas concernés. Mais quand ils sont concernés, à ce moment-là, tout change. Ils ne vont pas vous demander si c'est halal ou haram, si c'est légal ou pas légal. Ils sont prêts à aller acheter. D'ailleurs, il y a beaucoup de Marocains aussi qui se déplacent dans les pays où il y a un commerce d'organes pour être greffés. C'est quand même malheureux. Donc, tout ça montre qu'il y a une attitude favorable. C'est-à-dire, si on était dans une réunion, par exemple, on va dire qui est pour le don, 80% vont être OK. Mais après, pour passer à la pratique, non. Et moi, j'étais surprise. Moi, on a fait des signatures groupées avec plusieurs groupes et je ne suis pas arrivée à faire avec des groupes de médecins. Il y a quelques médecins, personnels qui y vont, mais pas de groupe, alors que nous, on doit être au-devant, parce que c'est à nous d'expliquer, d'encourager et de pousser la population vers ce moyen thérapeutique. Pour cela, il faut que tout le monde s'unisse. Et je dis association exemplaire. Mais et parmi les choses donc, qui m'ont encouragée à faire cette rencontre avec le Rotary, c'est que je peux aussi vous passer le flambeau. Vous êtes une association qui travaille dans l'intérêt général, qui a fait beaucoup de choses à l'échelle internationale. Et pourquoi ne pas vraiment aider? Il y a des gens motivés, il y a des femmes magnifiques dans ce club qui démarrent. Il y a une donneuse, c'est hyper important, on va l'écouter. Mais pour moi, c'est le meilleur, c'est-à-dire la chose la plus belle qu'on peut donner. Qu'est-ce qu'on peut donner de plus ou de plus cher ou de plus précieux qu'un organe? Et un organe vital, ce n'est pas un morceau de tissu même qui a beaucoup de valeur. Donc, c'est très, très important. Pourquoi ne pas tous s'engager pour aider les autres, pour faire quelque chose? Parce que c'est sauver des vies. Et nous, on a fait des campagnes médicales, donc pas mal avec le club, Rotary, différents clubs, les énervés aussi, les sensibilisations. Mais est-ce que c'est suffisant? Pour moi, non. Moi, je voulais tout arrêter parce que, après tant d'années, 86, quand j'ai mis, c'était honteux. C'est passé partout et je ne réponds même plus aux demandes internationales quand tu me demandes, par exemple, de donner les chiffres. Je situe le Maroc. Parce qu'on ne peut pas donner 600 sur 34 ans de démarrage. Bon, on peut éliminer à les 4 années où c'était un peu difficile, mais depuis 90, ça va faire 30 ans. Et donc, c'est énorme comme retard et on ne peut pas se permettre de continuer comme ça. Il y a aussi l'implication de la société. Les gens, j'ai l'impression que le sujet, ce n'est pas seulement ici, si vous remarquez en France, l'agence de biomédecine continue de faire la promotion du don d'organes malgré qu'ils font des milliers de greffes de type par année. Parce que le don, il faut toujours le rappeler, il faut toujours encourager. Et les gens ne s'impliquent pas. Les acteurs, les artistes, tout ce que vous avez vu des acteurs et des artistes s'impliquaient vraiment pour le don d'organes. Non, ce n'est pas un sujet qui est porteur. Nous, chaque fois, en la journée mondiale, on essaie vraiment de matraquer, de faire des highlights sur le sujet. Mais c'est faible. Parmi moi, je veux beaucoup remercier Hind Abatourab qui avait fait le premier axe, c'est celui de courir, de faire la course avec la voiture, donc portant le donné, etc., pour les enfants. Et chaque fois, mais est-ce qu'on va continuer à chaque fois qu'il y ait une journée mondiale rein ou une journée mondiale don d'organes, donc 2 fois par an,
on va faire rappeler qu'il y a des enfants tous les jours qui meurent, des jeunes, des enfants, des adultes, des enfants qui naissent avec des malformations, le foie part très vite, on ne peut rien faire, la même chose pour le rein et tout et tout. Donc, bien vivre, c'était le sujet de cette année de la Journée mondiale du rein. Et le 11 mars, c'est bien vivre avec une maladie rénale, c'est d'abord être greffé. Et maintenant, la majorité des pays qui avancent pour la greffe préemptive, c'est-à-dire ils ne passent pas par la dialyse. Et c'est une qualité de vie incroyable. Donc, pour encourager cet acte de générosité, beaucoup de choses sont à faire. D'ailleurs, on a fait une carte aux ambassadeurs pour le don d'organes, c'est-à-dire pour essayer d'encourager des gens, les désigner pour continuer à travailler donc ça. Pour faire participer les responsables, ce n'était pas évident. Je disais bien parce qu'on a eu des expériences vraiment très spéciales quand on est parti à Tanger, par exemple, parler, où je m'approchais des groupes de juristes, d'avocats, de ces, je dis, vous voulez venir faire signer leur registre, je dis, de quoi, du don d'organes, et puis, il ne dit même pas au revoir. Vraiment, c'était hallucinant. Et quand on réussit à avoir quelqu'un d'impliqué, par exemple, comme le responsable au niveau de ce tribunal à Casablanca, مستوى المحكمه المدنيه extrêmement important. شكون كاين وسائل التواصل الاجتماعي اللي حضروا كانت القناه ديال دوزام كانوا قنوات ديال التواصل الاجتماعي اللي غطاو اللقاء اللي كانت فيه واحد العمليه ديال ترقي ديال واحد المجموعه ديال الناس اللي تقدموا للمكتب ديالي وسجلوا الرغبه ديالهم بالتبرع. وفعلا كان لقاء في المستوى اللي كان يحضر واحد العدد لا يستهان به من الناس اللي حضروها، وحاولنا كان لقيت واحد المجموعه ديال الحوارات صحفيه اللي عرفت فيها بالعمليه ديال التبرع والاهميه ديال هذه العمليه، وحاولت ما كنقول على اساس ان دائما تنقولها وترددها لاننا هذا العمل هو عمل نبيل وعمل اخلاقي وعمل سامي وعمل اللي كنهدفوا من وراء الناس نقضوا الحياه ديال واحد المجموعه ديال الناس مساكن انه الصمت تنقولوا على اساس اننا دائما تنقولوا وتنكررها لاننا كقاضي ما كينحصرش الدور ديالي دائما في اصدار الاحكام ولا في تحقيق العدل ولا في تحقيق المساواه ولا في تحقيق الانسان، وانما دائما عندي واحد الالتزام العائلي ديالي كقاضي وكفرد من افراد المجتمع ونعرف هذه العمليه ديال التبرع بالتنسيق مع الدكتوره. اللقاء هذا كان تنسيق لان ماشي هذا هو اللقاء الاول كان تم. Donc, impliquer des gens, moi je pense aussi c'est très important si on pouvait avoir les gens donc des différents tribunaux qui sont impliqués comme au Stade Zakaria et qui nous ont aidés à sortir le registre. On sort le registre, on va chez les gens dans différentes circonstances. Par exemple, moi j'ai sorti les semaines de la santé, le Medical Expo, les rencontres donc de l'association, etc. Mais il faut parler du don d'organes en permanence. Et là, la responsabilité elle est partagée. Même les médias assument une grande responsabilité. Nous, même dans les campagnes médicales, quel que soit donc le public, on essaie de profiter pour parler du don, pour projeter les films simplifiés, pour parler, pour discuter, pour poser les questions. Parfois, il y a des jeunes, il ne faut pas sous-estimer la population. Les gens veulent apprendre, veulent avoir une information. D'ailleurs, lors de notre dernière campagne avant le Covid, j'avais pris moi un centre où il y avait un amphithéâtre de 250 personnes. Donc déjà faire 250 personnes sur 250 personnes parce que le monde était important. Donc c'est rien qu'entendre une fois parler de don d'organes, si on n'a que 10 personnes, 15 personnes qui vont parler du sujet chez eux, c'est déjà énorme. Donc, ici, la culture à développer chez les plus jeunes. Et vous savez, le pays qui a réussi le plus, c'est l'Espagne. L'Espagne était, il y a 20 ans, elle était dans les rangs parmi les derniers et elle est première pour le don depuis plusieurs années en Europe. C'est important, c'est impressionnant. Pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé les jeunes, les collèges, les lycées, les structures, les usines, les facultés, tout le monde, la sensibilisation et donc ils donnent. Et là, je fais un petit clin d'œil pour ce qu'on avait fait avec aussi une rotarienne pour les enseignants. Je crois que focaliser sur les enseignants, les gens qui transmettent l'information, les enfants, c'est hyper, hyper important. Moi, j'en ai fait plein, donc, dans plusieurs rencontres, collège, lycée, etc. Mais ça reste vraiment très peu. La presse, je me demande ce que ça fait quelque chose, vraiment. Après,
plus d'une centaine d'articles. Est-ce que vraiment, même choquant, les derniers, c'est est-ce que vraiment vous allez être greffé? Est-ce que vous espérez un jour avoir un greffon? Personne ne retient quoi que ce soit. Avant, bien sûr, les affiches dépliants, etc. Même l'écrit, bon, j'ai sélectionné un peu que se rapporte à la greffe, l'aspect éthique, le plaidoyer, l'économie. Non, non. Il faut qu'il y ait une volonté de la société. Il faut que tout le monde travaille. Ce n'est pas un sujet médical. Si c'était un sujet médical, on aurait eu un niveau développé. Tous les médias doivent être concernés. Vraiment, il faut utiliser les médias. Il faut travailler. Même vous pouvez faire quelque chose sur le organe, sur la sensibilisation, sur ce qui existe ailleurs, comment on peut avancer, sur des expériences, par exemple, celles qu'on a citées, etc. Utiliser les médias actuellement devient très important. Pourquoi on utilise les médias uniquement pour aller demander que quelqu'un ramasse de l'argent ou demande un organe, je ne sais pas, pour faire. Et créer des structures comme nous, par exemple, à Massiha, où on passe beaucoup d'aspects dans ça. J'ai impliqué donc l'artiste, excusez-moi, donc Lakla, qui a fait donc une chanson, on a fait le film, on a fait donc des rencontres. Voilà des exemples de campagnes d'inscription. Bientôt Ramadan, donc, et moi je profite de Ramadan, je leur dis, la meilleure façon de faire un don, de montrer votre générosité, c'est d'aller s'inscrire et on fait des inscriptions groupées. Donc, s'il y a des volontaires, à Ramadan, l'association va organiser. S'il y a un club qui voudrait se joindre à nous, ça serait toujours avec grand plaisir. Pour finir dans l'audio, bon, j'ai même joué dans un film télé, c'est le seul film qui s'intéressait à cet aspect-là. Et la première fois que Maroc, on a essayé de projeter quelque chose de structuré pendant la journée mondiale, donc de greffe d'organes, la dernière, bien sûr. Et les gens ont fait jouer le jeu et il y a eu la veille, donc le jour de la projection, 7 millions de vues, donc marocains, et elle a été rediffusée et j'espère qu'on pourrait continuer. Je remercie l'équipe parce qu'ils étaient à l'écoute, parce qu'on a fait vraiment un scénario, on a essayé de donner des vraies informations, de s'approcher un peu de ce qui se fait ailleurs parce que souvent on fait des erreurs. Je voulais vous faire partager une très belle action humaine, une expérience que j'ai eu à rencontrer la personne à Tanger lors d'une conférence. C'est impressionnant, cette dame d'un courage inouï. Son fils habite en Espagne. Il a perdu son bébé est tombé et il a fait un état de mort encéphalique. Il a appelé, terrorisé, bien sûr, en pleurs, il lui disait voilà, elle a perdu son enfant et tout, il est en état de mort encéphalique, et on me demande de faire don. Alors lui, bien sûr, il disait non, il ne pouvait pas supporter. Ben, elle a dit non, si, il faut. Et il a pris l'avion, il est parti, et voilà, elle a pris la photo de l'enfant qui part au bloc, et c'est inimaginable, c'est-à-dire le bébé est perdu. Il avait 2 ans et demi, et moi, c'est simple, je n'ai pas pu m'empêcher d'arrêter d'aller l'embrasser parce que c'est ces actes-là humains dont on a besoin parce que maintenant, il sent que son petit-fils vit à travers d'autres enfants. Et est-ce qu'on ne peut pas faire, nous aussi, des choses pour sauver nos enfants? Et on a tellement qui attendent, la majorité part, parce que vous savez, l'enfant ne peut pas vivre longtemps en dialyse. Comment s'inscrire? C'est très simple. Et je vous le résume ici. Se présenter, une carte nationale, est signée et c'est réglé. Avant de terminer, je ne prétends pas donner des recommandations et je pense aussi que ça ne sert à rien, c'est-à-dire que j'ai juste cité un petit peu sur cette diapositive les difficultés des acteurs dans cette histoire, c'est-à-dire si on ne travaille pas tous ensemble et sensibiliser les pouvoirs à de quoi pour sauver les Marocains, on ne pourrait pas faire grand-chose. Déjà regagner la confiance du public parce que chaque fois que j'ai fait des émissions, interventions, les gens me parlent de ça. Les urgences à l'hôpital sont déterminantes, en tout cas pour le développement de la greffe à partir de sujet en état de mort cérébrale. On peut déjà encourager, développer, parce que moi, j'ai l'impression que le début, on avait plus de donneurs vivants qui se présentaient qu'actuellement.
Donc, on a vu la gravité, l'implication de beaucoup, la complexité de ce sujet, la difficulté. Donc, c'est un combat national où le Rotary a toute sa place, mais il a aussi, et moi je vais plus loin, il a une responsabilité parce que, en plus, quand on touche un sujet qu'on ignore, à la limite, c'est pas grave. Et le Club des Lilas a mal choisi son sujet parce que maintenant, ça y est, ils doivent continuer le travail et sont responsables pour sauver un ensemble de personnes. Je vous ai fait une petite note agréable. C'est le malade du foie le plus célèbre et c'est la plus belle voix. Donc, et si il était, la question se pose, si il était greffé, c'est-à-dire s'il était greffé, on aurait pu avoir encore plus donc de belles choses et de belles. Bien sûr, c'était le foie calorant, mais c'est les organes. Et j'espère qu'avec cette note d'espoir, de beauté, d'art, j'ai essayé de répondre un peu à vos questionnements et je vous remercie. Merci, cher docteur, professeur Borkia, pour cette présentation très riche et apprenante pour nos invités. Mes chers amis, merci pour votre présence et au plaisir de vous retrouver pour une nouvelle action. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à vous.